on a vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait voir le potentiel comme une sorte de primitive du champ électrique. Et bien là, on va introduire la notion de gradient. Et le gradient, c'est l'opérateur qui permet de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer de cette primitive, de ce potentiel, au champ, et de retrouver le champ à partir de la primitive. Donc finalement de faire une grosse dérivée. C'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors, parfois, on écrit des choses du style, voilà, si on a un petit chemin qui sent la noisette, on peut définir dessus une circulation élémentaire, et cette circulation élémentaire, elle est égale à moins dV, et ça c'est E scalaire dl. Quand on écrit ça, hein, on est bien en train d'écrire quelque part que si jamais on veut une différence de potentiel, il suffit d'intégrer avec un signe moins, alors je vais le mettre de ce côté-là aussi, d'intégrer les E scalaires dl, mais si jamais on considère juste une circulation élémentaire à une échelle, donc un dl tellement petit qu'à cette échelle-là, le champ E est homogène, eh bien on a juste E scalaire dl à faire, pas de somme, et donc ça c'est juste moins dV. Alors, tout ça c'est équivalent. Okay, souvent les physiciens écrivent ça, alors qu'un mathématicien penserait ça. Bien, et cette notation, elle a quelque part une signification. Ce qu'on a envie de faire quand on voit ça, c'est d'écrire un truc interdit, c'est-à-dire la chose suivante, E égale moins dV sur dl. On aimerait bien pouvoir faire ça. Si on était en unidimensionnel, ça ne poserait pas de problème. On aurait un truc du genre EX dx. Dans ce cas-là, ça marcherait. On aurait EX égale moins dV sur dx. Mais là, on est à plusieurs dimensions. Quel sens est-ce qu'on va pouvoir donner à ça? Et on va quand même garder... Voilà, c'est totalement une hérésie d'écrire ça. Donc je vais l'encadrer et puis je vais le barrer. Mais n'empêche, il faut le garder à l'esprit. C'est ça la philosophie de la chose. Alors, quand on va se placer dans un système de coordonnées, x, y, z, et qu'on a donc un potentiel V, défini par V de M2 moins V de M1, égale moins l'intégrale de E scalaire dl de M1 à M2, c'est-à-dire que V est une primitive, c'est ça que ça revient à dire, est une primitive au signe près de E. Comment est-ce qu'on va retrouver E connaissant V? Eh bien, on va dire que, on va écrire juste que E égale, alors moins, le signe moins c'est à cause du signe moins qui a besoin d'intégrale, moins ce qu'on appelle le gradient de V. Écrire ça, enfin, ces deux expressions sont équivalentes de la même manière que on dirait que de la même manière qu'on dit que, enfin, comme la dérivation et l'intégration, c'est la même chose, c'est vraiment strictement pareil. Ça veut dire qu'il y a les deux sont une façon d'écrire la relation entre E et V, les deux façons équivalentes. Et ce gradient, alors pour bien le comprendre, c'est en coordonnées cartésiennes qu'il va falloir l'écrire. On le note aussi nabla, donc gradient de V, nabla, je vais vous l'écrire. C'est aussi noté nabla de V. Nabla, c'est ce symbole-là, ce delta inversé. Et c'est un vecteur. C'est un champ vectoriel. On prend quelque chose qui est scalaire, V, et on va en faire un vecteur. Et quand on fait ça, eh bien, on définit l'opérateur ainsi. On va dire que pour la composante suivant x, c'est d rond V sur d rond x. C'est une dérivée partielle. Ça veut dire qu'on va prendre l'expression de V en fonction de x, y, z, a priori, puisque c'est notre système de coordonnées, qu'on va dériver comme si la seule variable c'était x, et ça, ce sera notre composante suivant ux. La composante suivant y, ce sera la dérivée de V par rapport à y, et la composante suivant z, ce sera la dérivée partielle de V par rapport à z. Donc ça, c'est la définition de l'opérateur gradient. Et il se trouve que, là, vous voyez dans notre idée qu'on avait là, vous savez, la chose qu'il ne faut surtout pas écrire, on voulait écrire un d de V sur dl.
Et bien c'est un peu ce qu'on a fait. Je le rebarre parce qu'il ne faut surtout pas l'écrire. Voilà. Donc ce qui est correct, c'est de dire le gradient. C'est d'utiliser l'opérateur gradient. Alors au passage, on va faire un tout petit peu d'analyse dimensionnelle. Le potentiel, on a tendance, honnêtement, à l'exprimer. On lui donne son unité propre. Bien sûr, il y a les unités SI, on peut l'exprimer en... Enfin, le champ E, on peut l'exprimer en utilisant le fait que F égale QE. Donc le champ E, c'est finalement une force sur une charge. Une force, donc, c'est des newtons. Donc ça, c'est des newtons par coulomb. Mais c'est pas génial. Alors attention, c'est des unités. Hop. Mais c'est pas génial. Et plus exactement, alors c'est pas génial. Plus exactement, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on exprime le potentiel en volts. Alors ça fait un V, mais en volts. Et du coup, bah, comme E, c'est en fait une dérivée par rapport à une variable d'espace, et bien ça, l'opérateur gradient lui-même, si vous regardez ses dimensions, il est homogène à l'inverse d'une longueur, parce que c'est un 1 sur dx, 1 sur une longueur. Et comme V il est en volts, et bien du coup, les unités, on va écrire ça comme ça, on s'en fout du signe quand on va parler d'unité, mais donc on a pour le champ électrique des volts par mètre. Oups. Et c'est ça qu'on va garder à l'esprit. Maintenant, que signifie le gradient exactement? Pour ça, on va voir, on va dessiner d'abord, pour se représenter, parce que c'est pas facile, en 2 dimensions, ce qu'on appelle des lignes équipotentielles. C'est des lignes sur lesquelles le potentiel est constant. Admettons que ça, ce soit la ligne à plus 2 volts. On va faire une ligne à plus 1 volt. Et une ligne à 0 volts. Voilà. Bien. Quand on se place en cet endroit-là, ce qu'on sait, c'est que la variation du potentiel est plutôt lente. Pourquoi? Parce que les lignes équipotentielles sont espacées, donc spatialement, le potentiel ne varie pas énormément. Mais ce que va nous donner le gradient, c'est qu'il va nous donner plus exactement la direction dans laquelle les valeurs augmentent. Alors si je le dessine, c'est ça. Allez, prenons cette échelle-là. Maintenant, donc si on dit que le gradient nous indique les directions dans lesquelles les potentiels augmentent, évidemment, si on prend le potentiel sur cette, si on prend le gradient sur cette ligne équipotentielle, il est forcément perpendiculaire à la ligne équipotentielle. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le long de la ligne équipotentielle, il n'y a pas de variation du potentiel. Donc, si le gradient indique dans quelle direction croît le potentiel, c'est forcément une direction perpendiculaire à la ligne équipotentielle. Maintenant, on voit dans cette région-là que les lignes équipotentielles sont très resserrées. Ça veut dire qu'il y a un gradient qui est plus fort, ce que je vais indiquer par une flèche plus grande, à cet endroit. Toujours perpendiculaire aux lignes équipotentielles. Voilà, alors, quand on écrit E égale moins gradient de B, qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit qu'il ne faut pas considérer le potentiel lui-même, mais son opposé. Parce que le champ électrique est celui qui pousse les charges plus des plus hauts potentiels vers les plus bas potentiels. Voilà.
Donc on pourrait dessiner comme ça, ici des gradients un peu plus grands, pardon, un peu plus grands, de plus en plus grands. Quand les lignes de champ se rapprochent, le gradient devient de plus en plus grand. C'est pas une flèche très droite, mais c'est ça l'idée. Okay, donc ça, c'est la signification du gradient. Et vous connaissez en fait déjà ça. Vous connaissez déjà ça quand vous jouez à, par exemple, ce qu'on appelle le yuku-yuku. Le yuku-yuku, c'est quand vous vous mettez sur une montagne et que vous vous mettez à descendre dans le sens de la plus grande pente. C'est-à-dire vous mettez à courir là où vos pieds vous mènent, là où la gravité, en l'occurrence, vous mène. Et quand vous faites ça, en réalité, vous suivez, là aussi, en fait, vous faites ce qu'on appelle une descente de gradient. Vous ne prenez pas le sens du gradient, ça c'est difficile, vous prenez l'autre côté, c'est-à-dire que vous descendez dans la vallée. Et justement, on peut vraiment faire complètement cette analogie. Ce n'est pas un hasard non plus, et c'est ça que je vais vous expliquer tout de suite. On a ici une jolie image du Pariou, on voit, et ce qui est dessiné, ce n'est pas le gradient, c'est l'opposé du gradient. C'est la direction dans laquelle vous partez en courant si vous vous mettez à faire du yuku-yuku, c'est-à-dire descendre la pente en criant yuku-yuku. Essentiellement, on voit qu'on a des plus petites pentes ici que si on se met là, où la pente est plus... Ça veut dire que la pente est plus raide vers le cratère, ici, du Pariou, que quand on est en dehors. Évidemment, si on fait yuku-yuku à l'extérieur du cratère, on s'en éloigne, alors que si on fait yuku-yuku à l'intérieur du cratère, on se rapproche du centre du cratère, où on peut jouer avec des cailloux. Et si on est là, évidemment, là, le gradient, il est nul, parce que vous êtes dans un creux, à un endroit, à un maximum, quoi. Donc un gradient nul, c'est une façon de trouver le maximum d'une fonction à plusieurs variables. Bien, alors pourquoi est-ce que c'est même un peu au-delà d'une analogie? Eh bien, c'est qu'on avait vu que le travail, c'était moins delta de EP, et c'était égal, et ça, c'était en fait la circulation de la force. Qu'elle soit avec vous ou pas. Dans le cas, on va prendre par exemple le cas de la pesanteur. Le cas de la pesanteur, c'est plutôt simple, hein, parce que F, c'est moins mg uz, si on se place en coordonnées, donc en coordonnées cartésiennes, tout simplement. Et on a une énergie potentielle qui est égale à mgz. Ça marche bien. On a bien aussi F qui est égal à moins gradient de EP. Parce que si on prend EP et qu'on dérive, par rapport à X ça fait 0, par rapport à Y ça fait 0, par rapport à Z ça fait mg, et on met un signe moins, donc il n'y a qu'une composante, c'est suivant uz, et c'est moins mg qu'on a trouvé devant la force. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc en réalité, quand on joue à yuku-yuku, on est en train de suivre moins le gradient, enfin l'opposé du gradient de l'énergie potentielle. Et c'est la même chose finalement en électrostatique, sauf que l'énergie potentielle, donc la force électrique, c'est moins le gradient de l'énergie potentielle, où l'énergie potentielle c'est Q fois le potentiel. Voilà. Maintenant, on peut se demander, bon, ça je l'ai déjà carrément dit. Maintenant, on peut se demander quelle est l'expression du gradient dans d'autres systèmes de coordonnées. Parce que forcément, bon là, c'était plutôt facile parce que c'était juste cartésien. Alors, en réalité, c'est là qu'il faut se souvenir de l'expression interdite, qui est que E, c'est moins dV sur dL. Bien sûr, il ne faut pas l'écrire, mais nous, ce qu'on a le droit d'écrire, c'est ça. Mais quelle est l'expression du gradient en coordonnées cylindriques? Alors, on se souvient, c'est important, que dl en coordonnées cylindriques, c'est dr ur plus r dθ uθ
plus dz uz. Et c'est là qu'il faut se souvenir du dv sur dl, mais qu'on va écrire un peu composante par composante. Le gradient de v, ici par exemple, ça va être d rond v sur d rond r, on trouve le dr ici, en bas. Mais ensuite, on a du 1 sur r d rond v sur d rond θ, et du d rond v sur d rond z. Vous voyez qu'on retrouve un peu l'idée du dv sur dl, où dl c'est l'élément différentiel, sauf qu'en fait il faut le faire composante par composante. On trouve du dr ici, du r dθ en bas là, et du dz ici. Donc c'est ça qu'il faudra utiliser comme expression du gradient en coordonnées cylindriques. On va faire la même chose avec les coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques, donc on pense toujours à l'expression qu'on n'écrit pas du dv sur dl. En coordonnées sphériques, l'élément différentiel qu'on avait vu s'écrit dr ur plus r dθ uθ plus r sin θ dφ. Uφ. R sin θ dφ uφ. Donc, quand on fait ça, quand on utilise cette expression, on peut intuiter de façon efficace l'expression du gradient en coordonnées sphériques. Donc le gradient de V s'écrira dans la direction indiquée par UR. Donc sur la composante UR, on retrouve d rond V sur d rond R. Sur la composante, alors ici il y a du ER, c'est bien sûr du UR, c'est juste que on note pas exactement pareil les vecteurs unitaires. Donc suivant UR, on trouve du d rond V sur d rond R. Suivant Uθ, on trouve du 1 sur R d rond V sur d rond θ. On retrouve le r dθ ici. Et pour la composante suivant Uφ, on trouve du d rond V sur d rond φ. Voilà. Donc, suivant le système de coordonnées que vous considérez, vous allez utiliser la bonne expression. Donc, ça va changer. L'expression du gradient change suivant le système de coordonnées qu'on utilise. De la même manière que l'élément différentiel change. Maintenant, comment est-ce qu'on peut vite savoir si un champ est conservatif ou pas? Alors, c'est quelque chose de relativement simple. On va reprendre un exemple qu'on avait pris précédemment. On va prendre ce champ-là. On va voir que d'avoir introduit le gradient, donc on se place à 2 dimensions, d'avoir introduit le gradient, ça permet de très vite retrouver le potentiel sans forcément avoir à faire de calcul de circulation. Ce qu'on sait maintenant, c'est que s'il existe un potentiel, donc si le champ E est conservatif, il existe un potentiel, et s'il existe un potentiel, on a le droit d'écrire qu'on va avoir ça. La composante suivant x du champ, ça sera moins d rond v sur d rond x, et ça sera x, puisque c'est ça qu'on a choisi, et on a moins d rond v sur d rond y, qui sera égal à y. Alors, la question c'est, existe-t-il une fonction v de x, y, dont la dérivée suivant x peut être égale à x, et dont la dérivée suivant y peut être égale à y? Alors, on va prendre la première équation, là-haut, et on va l'utiliser. Ce qu'on sait, c'est que il faut absolument, on peut primitiver par rapport à x. On peut intégrer, donc chercher une primitive par rapport à x. Une primitive à une dimension, ce serait un demi de x2. Comme il y a un moins devant, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que v de x, d'après cette expression, ça devrait être moins un demi de x2, mais on a dérivé par rapport à x comme si c'était la seule variable. Donc, il pourrait y avoir ici une fonction que je vais noter petit f de y. Bien. On va prendre maintenant la deuxième expression et le même raisonnement. Pardon.
V de x, y. Le même raisonnement, si on intègre cette fois sur y, conduit à l'idée que ça pourrait être moins 1 demi de y2 plus une fonction g de x qui aurait disparu, qui aurait été effacée lors de la dérivation par rapport à y. Bien, maintenant, on regarde ces deux formes et on se demande si elles sont compatibles. Et, je vois, si on prend v de xy égale 1 demi de x2 moins 1 demi de x2 moins 1 demi de y2 plus une constante, évidemment, puisque le potentiel est toujours défini à une constante près, et bien ça fonctionne. On trouve un potentiel. Et une fois qu'on a ce potentiel, et ben, pour calculer une circulation, on réutilise qu'une circulation, c'est une différence de potentiel. Voilà. Et donc, le simple fait de pouvoir trouver une fonction v telle que E soit égal à moins le gradient de v, ça montre qu'en fait, E est conservatif. Parce que là, ça a marché. Ça a marché, c'était possible. Maintenant, on va prendre un autre exemple, un tout petit peu plus compliqué, et qui marche complètement moins bien. On va reprendre le champ qu'on avait pris dans un exemple précédent, qui était tout simplement xy et xy. Xy suivant x, xy suivant y. On est toujours à deux dimensions. Bon. Alors maintenant, on va refaire le même raisonnement. On sait qu'on a moins d rond v sur d rond x si v existe, qui est égal à xy. Donc, ça veut dire que v de xy est de la forme moins, si on intègre xy en pensant que la seule variable c'est x, alors il faut que ça ait absolument cette forme-là, moins 2 1/2 de y2, de x2, y, plus a priori une fonction de y. Maintenant, alors vous pouvez faire le raisonnement avec l'autre, mais il y a à peine besoin. Là, ce qui est gênant, un peu, dans l'histoire, c'est que si maintenant on prend cette forme-là très générale, on a moins d rond v sur d rond y qui est égal à xy, mais si on prend cette forme-là et qu'on la dérive par rapport à y, on prend moins la dérivée partielle par rapport à y, alors ça fait du EY en réalité, puisque c'est la composante de E suivant Y, qui serait égale à, alors on dérive celle-ci, le premier terme par rapport à Y, moins 1 demi de x2, plus f' de Y. Donc ça veut dire que, théoriquement, pour que, si on a une composante x qui s'écrit x fois y, il faut absolument que la composante suivant y s'écrive moins 1 demi de x2, plus une fonction qui ne dépend que de y, sans composante en x. Or, moins d rond v sur d rond y qui vaut xy, et ça, c'est incompatible. Donc, le champ E qu'on a considéré ici, il n'est pas conservatif. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs, puisqu'on avait calculé en utilisant ce champ plusieurs circulations différentes pour des chemins différents. Donc ça, quelque part, on le savait, on s'en doutait. Et donc, ce n'est pas un champ physique. Il n'obéit pas aux lois de la physique. Donc, vous pouvez toujours trouver ça en exercice. Mais ça n'est pas un champ électrique. C'est en mécanique qu'on peut trouver en fait des forces qui ne soient pas conservatives. Évidemment, dans le cas de l'électrostatique, toutes les forces sont conservatives et le champ E est toujours conservatif. Donc ça, c'est juste pas un champ physique, mais ça aurait pu être un autre type de force. Et ça, c'est plutôt en mécanique qu'on va trouver ce genre de choses.